Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exode Call, aujourd'hui numéro 102. Et pour ce numéro, je vous propose un exercice d'algèbre linéaire qui va nous permettre de faire un pas de plus vers un gros résultat dont j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler à plusieurs reprises sur la chaîne. Il s'agit de la décomposition de Frobenius. C'est quoi la décomposition de Frobenius? C'est le fait de dire que n'importe quelle matrice est semblable à une matrice diagonale par bloc dont tous les blocs sont en fait des matrices compagnons. Et on a aussi des conditions particulières concernant les polynômes minimaux associés à ces matrices compagnons. Je ne vais pas vous faire l'énoncé plus exact que ça, car nous aurons l'occasion d'en parler la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera l'exode call numéro 103, mais ce sera surtout le 200e exercice que nous aborderons sur la chaîne, c'est-à-dire qu'on va enfin atteindre les 2 tiers de l'objectif que je m'étais fixé, qui est de constituer une banque d'exercices pour les classes préparatoires d'au moins 300 exercices, et là on va arriver donc au 200e exercice en cumulant exode call et petits exode call, ce qui n'est absolument pas rien, hein, je dois avouer quand même, hein, c'est quand même travail sur plusieurs années, et donc ça fait plaisir de voir encore une fois cette banque grandir petit à petit. On en reparlera bien sûr la prochaine fois, ou en tout cas au prochain numéro d'examen. Et donc, pour marquer le coup, je voulais vous proposer enfin cet exercice de décomposition de Frobenius, car à plusieurs reprises, à chaque fois que j'abordais en tout cas cette question de décomposition de Frobenius, je vous promettais que j'aborderais ce résultat à un moment donné en exode call. Et donc, on arrive enfin à un moment où on va avoir suffisamment de bagages pour pouvoir attaquer cet exercice dans le cadre où on travaillerait avec le corps des nombres complexes ou éventuellement le corps des nombres réels. A savoir que la décomposition de Frobenius est un résultat qui est valide sur n'importe quel corps, donc même un corps fini, et on pourrait réadapter certains des résultats qui vont être utiles pour démontrer la décomposition de Frobenius dans le cadre d'un corps fini. Cela demanderait pas mal de travail, mais en effet on pourrait réadapter certains de ces résultats dans le cadre de n'importe quel corps fini. Et c'est là la différence avec une autre décomposition que vous connaissez normalement si vous êtes en deuxième année de classe préparatoire ou plus, vous devriez avoir entendu parler de la décomposition de Jordan. Et cette décomposition de Jordan, elle n'est valide que si on travaille sur un corps algébriquement clos. Donc algébriquement clos, notamment l'ensemble des nombres complexes est un corps algébriquement clos. Mais les réels, par exemple, c'est pas un corps algébriquement clos. Et la plupart des corps finis ne sont pas des corps algébriquement clos. Pourtant, Frobenius, la décomposition de Frobenius, est valide pour n'importe quel corps. Donc c'est là la différence, on va pouvoir faire une classification des classes de similitude sur n'importe quel corps grâce à la décomposition de Frobenius, chose qu'on ne pouvait pas faire avec la décomposition de Jordan. Bien que, bien sûr, la décomposition de Jordan est quand même un outil très utile, très fort pour le cadre des nombres complexes, dès qu'on se ramène à un cadre de nombres complexes. Mais à savoir qu'il y a quelques lacunes, et ces lacunes peuvent être comblées avec la décomposition de Frobenius. Bien, on en parlera davantage de ce résultat de décomposition de Frobenius. Pour l'heure, on va attaquer un résultat qui va être assez utile pour démontrer la décomposition de Frobenius. Et le résultat est le suivant, énoncé sous cette forme. Nous avons E, un C espace vectoriel de dimension finie. N, ici, sera la dimension de E. On va considérer U un endomorphisme de E et on va rappeler quelques notations. On note SU de X, l'espace cyclique engendré par X. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que vous prenez n'importe quel polynôme, vous évaluez votre polynôme en endomorphisme U, et puis ensuite l'endomorphisme que vous avez obtenu, vous l'évaluez en X. Et vous faites ça pour n'importe quel polynôme à coefficient complexe ici, donc ça va vous donner cet espace cyclique. Pour rappel, on dit qu'un sous-espace est cyclique, alors je ne sais pas si c'est un rappel, mais en tout cas c'est une propriété importante qu'il faut avoir en tête. Un sous-espace est dit cyclique si et seulement si il existe un vecteur x tel que on peut engendrer notre espace à l'aide de x, u de x, u2 de x, etc. jusqu'à une assez grande puissance de u calculée en x. Cette assez grande puissance va pouvoir se traduire comme un degré qu'on pourra atteindre par rapport à tous les polynômes qui vont être utiles pour engendrer cet espace. Et donc ce degré, ça va être exactement le degré du polynôme ici minimal de u induit sur SU de x. Et donc ce polynôme pi u de x porte un nom, ça s'appelle le polynôme conducteur. Donc c'est un polynôme que nous avons déjà rencontré lors de précédents exercices, je vais en parler d'ici quelques instants, permettez-moi de lire d'abord l'énoncé jusqu'au bout. Nous avons ensuite pi qui va être la notation standard, vous le connaissez peut-être déjà, pour décrire le polynôme minimal, parfois on note pi parfois on peut le noter mu. Bon ici je vais décider de l'appeler pi. Et puis on va démontrer le résultat suivant. Pour n'importe quel x dans E tel que le polynôme conducteur étant fait égal au polynôme minimal, on veut montrer que SU de x admet un supplémentaire stable par U.
Voilà, bah cet exercice peut très bien s'aborder en deuxième année de classe préparatoire pour peu qu'on ait suffisamment de background en algèbre linéaire. Hein. Vous pouvez vous y attendre, hein, puisqu'on va parler de polynôme minimal, on va avoir besoin de quelques propriétés assez importantes sur les espaces, sur l'algèbre binaire de manière un peu plus générale. Et puis on va avoir besoin aussi de certains résultats que nous avons déjà abordés sur cette chaîne. Je vais les rappeler d'ici quelques instants, vous les avez déjà en description, mais je vais les rappeler pour dire 2-3 mots là-dessus. Et ces résultats, bah, il faut quand même avoir des connaissances en deuxième année de classe préparatoire pour pouvoir les attaquer. Donc, je vais commencer par parler de l'exocode numéro 87, qui est, on va dire, un des points de départ des résultats qui vont être utiles pour démontrer la décomposition de Frobenius. Alors, dans cet exocode numéro 87, on avait abordé la question des polynômes conducteurs. On avait en fait déjà étudié ces choses-là, avec les espaces cycliques, bien sûr. Et on avait démontré un résultat assez intéressant qui est que il va toujours exister un x dans l'espace vectoriel que nous sommes en train de regarder, tel que pi x est égal à pi u. Et ça, c'est un joli résultat qui se démontre à l'aide de quelques propriétés assez élémentaires, hein, finalement, d'algèbre linéaire. Alors certes, avec un petit peu d'algèbre un peu poussée, puisqu'il va falloir travailler avec l'anneau des k crochet x pour pouvoir justifier l'existence d'un tel pi ux, et puis parler de la divisibilité, en fait, du polynôme pi ux par rapport à pi u. Donc on peut montrer que pi ux divise pi u. Ça, c'est un truc assez sympathique à savoir. Mais le truc le plus important, je pense, par rapport à cet exercice, c'est le fait qu'on ait réussi à démontrer qu'il existe des x dans E tels que pi x égale pi u. Ce qui permet de faire un peu plus de sens par rapport à la condition qu'on a posée sur les x qu'on veut regarder. Car bon, c'est vrai qu'on aurait pu se poser la question, est-ce que c'est possible que ce truc-là se fasse? Et si c'était pas possible, pourquoi regarder cette propriété? Voilà. Donc là, l'exocode numéro 87 vous permet de justifier pourquoi en fait, ce qu'on est en train de faire là a un sens, en tout cas au minimum, sur le fait qu'il existe bien des x qui vérifient cette propriété. Voilà, donc ça c'est quand même un peu plus rassurant quand même que si cette propriété n'était jamais vérifiée. Et on avait donc déjà fait quelques manipulations sur les polynômes conducteurs. Je vous invite à aller y jeter un coup d'œil si vous voulez plus de détails avant d'attaquer cet exercice. Ensuite, on a attaqué, et bon là c'est plus une référence qu'autre chose, le petit exocode numéro 84. Alors ce petit exocode ne va pas vraiment servir en tant que tel pour la décomposition de Frobenius, ni même par rapport à cet exercice, mais c'est surtout un exercice qui vous permet de manipuler les questions d'espace duaux. Donc, pour la question d'espace dual, rapidement, c'est en fait, étant donné un espace vectoriel E, on peut définir l'espace dual comme étant l'ensemble de ses formes linéaires. D'accord ? Et dans le petit exocode numéro 84, on avait démontré un résultat qui s'appelle le résultat de Fréchet-Ries, qui permet de dire que si on travaille dans un R espace vectoriel, muni d'un produit scalaire, on peut représenter n'importe quelle forme linéaire à l'aide d'un produit scalaire avec un vecteur fixé. Et donc dans ce petit exocode, on a abordé la question de base duale. Donc étant donné une base de E, on peut définir une base duale d'une certaine façon. Et grâce à ça, ça permet de démontrer que la dimension de l'espace E, c'est la même que la dimension de l'espace E étoile, donc l'espace dual. Et on a démontré aussi que cette propriété d'associer une base duale, c'est bijectif. Hein. Donc c'est une propriété assez bijective, c'est une propriété bijective par rapport aux questions de base, c'est ça que je veux dire. Et donc, bon bah voilà, ça peut être quelque chose, un exercice que vous pouvez regarder avant cet exercice-là. C'est pas obligatoire du tout, mais c'est essentiellement pour vous dire, si vous voulez manipuler des questions d'espace duo avant d'attaquer cet exercice qui va utiliser un petit peu ces choses-là, n'hésitez pas à aller faire un petit détour avant d'aborder cet exercice. Puis enfin, une dernière référence qui sera beaucoup plus importante par rapport à cet exercice, c'est le petit exocode numéro 93, où on aborde la question d'orthogonalité au sens dual. Alors c'est quoi l'orthogonalité au sens dual? La propriété d'orthogonalité c'est la suivante, enfin en tout cas la définition d'orthogonalité au sens dual c'est la suivante. Si je prends f un sous-ensemble, et j'entends bien sous-ensemble, je pourrais le faire avec un sous-espace vectoriel bien sûr, mais je veux généraliser un peu la chose. Si je prends f un sous-ensemble de E, on peut définir l'orthogonale au sens dual de f comme étant l'ensemble des formes linéaires qui admettent f dans leur noyau. Et on peut aussi définir l'orthogonalité dans l'autre sens. Donc là, cette orthogonalité, notez que c'est vraiment une orthogonalité au sens dual, parce que là,
le sous-espace F-perp n'est pas un sous-espace de E, c'est un sous-espace de E étoile. C'est là la grosse différence qu'il y a par rapport à l'orthogonalité que vous connaissez par rapport au produit scalaire. Bien sûr, il y a un lien entre les deux qui peut être expliqué via justement ce résultat de représentation de Riesz, qui permet de dire que n'importe quelle forme linéaire pourrait se réécrire sous la forme d'un produit scalaire contre un vecteur fixé. Bien sûr, on peut faire un lien de ce type. Mais si on travaille sur un corps autre, et sur lequel on n'a pas forcément un produit scalaire ou un produit hermitien ici, si on veut travailler avec les nombres complexes, il faudrait plutôt parler d'orthogonalité dans ce sens-là, et là, on ne peut pas vraiment faire de lien avec un produit scalaire ou un produit hermitien. Bref, donc là, ça c'est l'orthogonalité au sens dual, et on a l'orthogonalité dans l'autre sens. Si j'ai F étoile qui est un sous-ensemble de E étoile l'espace dual, donc l'ensemble des formes linéaires sur E, on peut définir F étoile ronde qui va être l'orthogonalité dans l'autre sens, c'est-à-dire l'ensemble des x dans E tel que, eh bien, phi de x est égal à 0 pour tout phi dans F étoile. Donc on veut prendre tous les x qui apparaissent dans les noyaux de toutes les formes linéaires. Autrement dit, vous pouvez dire que x appartient à l'intersection des noyaux de phi pour phi dans F étoile. Ça peut s'écrire aussi comme ça. Donc voilà, on avait abordé ces questions d'orthogonalité, on a aussi abordé la question de dimension des espaces orthogonaux, donc notamment si on connaît la dimension d'un espace dans E, quelle est la dimension de l'orthogonale, et puis on a vu surtout, parce que bon on ne l'a pas vu dans ce sens-là, mais on l'a vu plutôt dans l'autre sens, on a vu que si on prenait un sous-espace de E étoile d'une certaine dimension, on a pu donner la dimension de son orthogonale. Donc ça par exemple, ça fait partie des résultats assez intéressants qui va être très utile pour pouvoir aborder cet exercice. Bien, alors maintenant que j'ai fait le tour de toutes les références, encore une fois, je vous invite à aller jeter un coup d'œil avant d'attaquer cet exercice, si vous n'avez pas assez de background sur les différentes notions que je viens de dénoncer là. Et puis sinon, je vous invite dès maintenant à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre l'exercice par vous-même avant que je vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Alors le plan d'attaque, c'est tout d'abord de construire un sous-espace vectoriel qui serait un bon candidat. C'est-à-dire qu'on veut construire un espace G qui pourrait servir comme supplémentaire de SU de X. Et après, tout l'enjeu sera de démontrer que ce sous-espace, c'est bien un sous-espace supplémentaire stable par U. Donc la plus grosse, et je pense que c'est ça la grosse difficulté, c'est de construire un sous-espace qui est un bon candidat. Alors je vais commencer par faire ça, puis ensuite je vais vous inviter à faire à nouveau une pause pour essayer de démontrer que le sous-espace que je vais construire, c'est bien un sous-espace qui sera donc supplémentaire à SU de X et qui sera stable par U. On est parti donc pour la résolution et on va construire cet espace G. Construction. Bien sûr, il n'y a pas forcément un seul candidat qui pourrait fonctionner, mais ici, on va en construire un en particulier. Candidat. On va en construire un en particulier, juste en suivant un petit peu les définitions, ou en tout cas les propriétés qu'on connaît sur les choses que nous allons aborder là. Alors la première chose qu'il faut constater, c'est que SU de X, on peut donner une base. Si on connaît le degré du polynôme pi ux, ce degré permet de donner la dimension de SUX. Donc posons D la dimension de SUX, et on va rappeler que c'est aussi le degré du polynôme minimal. Alors si vous voulez revoir quelques points là-dessus, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à l'exode code numéro 87. Ça fait partie des exercices que j'ai donnés en référence. Par conséquent, la famille x, u de x jusqu'à ud-1 de x, cette famille-là est une base de SU de x. Ça, c'est pas très difficile à démontrer. Il s'agit essentiellement d'une question de division euclidienne. Grosso modo, c'est ça l'idée. C'est une question de regarder des divisions euclidiennes de P par pi ux. Si vous regardez cette division euclidienne, il va y avoir une partie qui va s'annuler grâce au fait qu'il y a pi ux en facteur. Et puis ce qui va rester, c'est justement les polynômes
qui vont s'écrire à l'aide des puissances de x jusqu'à x puissance d-1. Ce sont les seuls qui vont survivre. Et comme l'espace est de dimension d, bon bah automatiquement cette famille-là va devoir être une famille libre, et donc finalement libre et génératrice, donc base de SU de x. Bon, en particulier, c'est donc une famille libre de l'espace, d'accord? Donc j'ai une famille libre. Alors permettez-moi de donner des noms aussi à mes vecteurs. Donc si je note E1 comme étant x jusqu'à ED comme étant UD-1 de x, bon bah on peut compléter, hein, donc ça c'est une petite propriété qu'on connaît dès la première année de classe préparatoire, complétion d'une famille libre en une base, hein, donc on peut compléter, on complète la famille libre en une base, E1, EN. Parce que là, rien de très sorcier, pour l'instant on se laisse emporter doucement par ces propriétés. Bon, puis ensuite, on va notamment manipuler la question d'espace dual. Alors, je vous avais déjà parlé de cette question d'espace dual, ça devait apparaître à un moment ou un autre. Bon, bah ça va apparaître déjà maintenant. Et c'est ce qui va nous aider à, en fait, finalement, construire l'espace G que l'on va vouloir avoir. Donc, considérons B étoile l'espace dual. Espace dual. Donc ça va être l'espace dual de, enfin la base duale de B. Ok. Et puis maintenant, on va construire G. Et pour construire G, il faut constater un truc assez, on va dire, qui va nous permettre vraiment, enfin c'est vraiment le point important qu'il faut constater pour pouvoir construire G. C'est là, je pense, vraiment la grosse difficulté, parce que pour l'instant on s'est laissé porter par les quelques propriétés importantes. Comme je l'ai dit, on va devoir parler d'espace dual, donc c'est pour ça que je parle de la base duale. Mais c'est là où il y a un petit truc qu'il faut constater, qui va nous permettre de construire l'orthogonal, enfin en tout cas l'espace qui sera le supplémentaire stable par U. Le truc, c'est que par rapport à cette base duale, donc cette base duale, hein, pour rappel rapidement, si je fais EI étoile calculé en EJ, ça va donner 0 si I est différent de J et 1 si I égale J. Un truc assez remarquable à constater, c'est que si je regarde par exemple ED étoile, l'intérêt ici de regarder ED étoile, c'est que ça va regarder la composante en U puissance D-1 de X. Ça va regarder cette composante-là. Ce qui est assez intéressant, c'est que quand on applique U, on va pouvoir avoir toutes les composantes qui vont apparaître dans SU de X. Donc c'est-à-dire que si je regarde ED étoile, par exemple de U de Y, eh bien, je vais avoir la composante en UD-2. Si je regarde ED étoile calculée en UD de Y, je vais avoir la composante en X. Et tous les autres vecteurs, tout le reste de composantes qui n'apparaît pas dans SU de X, bah ça c'est directement nul, puisque ça doit être des composantes qui apparaissent en dehors, donc en ED plus 1 jusqu'à EN. Grâce à cette constatation, on peut se dire, bah ok, pourquoi pas prendre un espace qui est orthogonal à ces morphismes qui sont liés à ED étoile auront U d'une certaine puissance. Et c'est là donc l'idée pour construire l'espace G. Et donc on va construire l'espace G comme ceci. Posons G comme étant l'ensemble des Y dans E tel que je veux que ED étoile auront UK de Y. Ça fait 0 pour tout cas dans les entiers naturels. Dans les entiers naturels, je suis en train de demander, oui, dans les entiers naturels. Ok, donc je répète, hein, l'idée générale c'est de constater que si j'applique U à un élément qui apparaît là-dedans, je décale les composantes. Donc X, la composante en X devient une composante en U de X, la composante en U de X devient une composante en U de 2X, etc. jusqu'à UD-1 de X.
En faisant ces décalages, on est capable donc de dire que, en fait, si je m'amuse à regarder ED étoile de UK, ça reviendra à voir ça va revenir en fait à regarder la composante en UD de mon décalé de la partie en SU de X. Sachant que tout ce qui n'est pas dans SU de X, c'est-à-dire les vecteurs que nous avons ajoutés, ça disparaît automatiquement par le calcul de ED étoile. C'est là où le fait d'avoir pris une base duale a son importance. Et donc, en ayant cette idée en tête qu'on veut quelque chose qui permet d'avoir un truc supplémentaire par rapport à SU de X, donc c'est-à-dire qu'on ne veut absolument pas SU de X apparaître là-dedans, on va peu se dire, ok, moi je veux que toutes les composantes là-dedans s'annulent. Et pour dire que toutes les composantes là-dedans s'annulent, ça revient à dire que je regarde ED étoile, donc c'est la composante en UD-1, mais pas juste de Y, pas que de Y, je vais regarder toutes les composantes de UD-1, mais en regardant tous les décalages possibles par U de mon vecteur Y. Et en faisant ça, là on commence à avoir une idée de le bon espace qu'il faut regarder pour avoir quelque chose de supplémentaire par rapport à l'espace qu'on souhaiterait. Bien, alors maintenant que j'ai dit ça en espérant avoir été le plus clair possible sur pourquoi on peut avoir cette idée, je vous fais constater un truc tout de suite. Ce truc-là, c'est en fait exactement un orthogonal au sens dual. En effet, on peut constater que ça va être l'orthogonale de vecte de UD étoile rond U, qui est une forme linéaire, donc rond U puissance K, K dans N. Et c'est un orthogonal au sens dual, donc rond. Ok, donc là ce que je veux, c'est que je prends tous les vecteurs qui apparaissent dans l'intersection des noyaux de UD étoile avec U puissance K. Est-ce que je suis obligé de regarder tous les entiers naturels? La réponse est non, je ne suis pas obligé de regarder tous les entiers naturels. Je peux les regarder jusqu'au polynôme minimal, pi-u. D'accord? Donc, c'est-à-dire que je peux regarder jusqu'à la puissance d. Je vous rappelle que pi-u(x) est supposé être égal à pi-u, ce qui fait que le degré de pi-x, c'est en fait aussi égal au degré de pi-u. Donc ça veut dire que ce vecteur-là, on peut être un petit peu plus précis. C'est le vecteur de ED étoile rond UK, mais avec K compris entre 0 et D-1. Tout ça pour dire que finalement on est en train de regarder un nombre fini de formes linéaires. Il n'y a pas trop de problème avec ça. Bon, et puis maintenant le but du jeu, c'est de démontrer que cet espace G est en fait le bon candidat pour être le supplémentaire stable par U de SU de X. Donc reste à montrer que G plus SU de X, c'est bien égal à l'espace E. Donc voilà, on vient d'aborder la partie la plus difficile de l'exercice, je pense. Il y a quand même encore une petite partie un petit peu plus difficile que le reste. Mais je vous invite maintenant à faire à nouveau une pause sur la vidéo pour essayer de démontrer que cet espace G est bien le supplémentaire de SU de X et que G est stable par U. Donc j'ai oublié de préciser, stable par U. Donc je vous laisse faire à nouveau une pause sur la vidéo pour essayer de démontrer que, en effet, cet espace G est bien le supplémentaire que l'on souhaite pour cet exercice. Ok, bon, j'espère que vous aurez été capable de le faire. C'est pas quelque chose de si difficile que ça. Surtout maintenant qu'on a donné à quoi ressemble l'espace G qu'il faut regarder. Alors on va commencer par démontrer un truc qui est plus ou moins ce que l'on pressentait par rapport à la construction. On va montrer qu'en effet, G intersecté avec SU de X, ça doit être réduit à 0. Donc, montrons que SU de X inter G, c'est réduit à 0. Bon, alors je prends un élément là-dedans, soit Y là-dedans, donc dans SU de X inter G. Donc ça veut dire alors que Y peut s'écrire comme somme des YI, I allant de 1 à D. D'accord, donc ça doit pouvoir s'écrire en fonction de ces choses-là. Ok, ça marche. Et puis, qu'est-ce que je veux? Je veux que ED étoile de Y, qui correspond à regarder ED étoile rond U puissance 0. U puissance 0, je rappelle que ça correspond à l'identité. Donc ED étoile calculé en Y, je veux que ça fasse 0. Mais ED étoile calculé en Y, c'est la même chose que YD.
Donc là, on a que YD vaut 0. Si je regarde maintenant ED étoile rond U, donc calculé en U de Y, bon bah là, cette fois-ci, je vais me retrouver avec la composante qui va être finalement la composante en UD-1 qui est décalée. Donc là, je vais me retrouver avec YD-1. Notez que c'était important de constater que YD était nul avant, parce que si je ne l'avais pas constaté avant, il aurait fallu changer le UD que j'aurais obtenu, UD de X que j'aurais obtenu, en quelque chose qui dépendait des puissances inférieures. Le fait d'avoir constaté que YD était nul avant toute chose, ça m'a permis d'avancer un peu plus vite et de voir qu'en fait on est juste en train de décaler les composantes. Donc YD-1 c'est bien ED étoile calculé en U de Y, mais ça je veux que ça vale 0 étant donné que Y appartient à G. Ok, et puis bah, par récurrence assez évidente, on va pouvoir démontrer que tous les YI peuvent apparaître comme ED étoile calculée en une certaine puissance de U. Donc là, notamment ici, c'est UD-1 de Y, et ça va donner aussi 0. Donc toutes ces propriétés-là viennent du fait que Y est dans G. Voilà, bah, je viens de montrer que toutes les composantes en UI valent 0, donc ça veut dire que finalement mon Y est nul. Donc, Y égale 0. Et on a donc terminé, on vient de démontrer que l'intersection s'est bien réduite à 0. Super. Donc ça c'est une première étape pour montrer que l'espace G est bien supplémentaire à SU de X. Deuxième étape, je vais d'abord expliquer pourquoi l'espace G est bien stable par U. Bon, bah, si je prends Y dans G, donc je rappelle que, et je l'aurais écrit parce que je l'ai effacé, G c'est l'ensemble des Y dans E, tel que je veux que ED étoile calculé en UK de Y, ça donne 0, ce pour tout K, entier naturel. Bon, bah, si j'ai Y dans G, ça veut dire qu'en particulier, pour n'importe quel entier naturel non nul, on a ED étoile rond UK-1 de U de Y qui vaut 0. Bon, bah ça permet de justifier, puisque K-1, ça va être un entier naturel tout court. Bon, bah ça permet de justifier que U de Y est aussi dans G. Et c'est là où on voit que finalement la stabilité par U vient carrément de la construction. Donc ça, c'est quand même assez utile. Bien. Reste une dernière étape, c'est de s'assurer qu'en effet on a bien une somme directe. Donc ça serait bien de démontrer que la dimension de la somme directe, somme, on est sûr que c'est une somme directe, hein, mais s'assurer que la dimension de la somme directe est bien égale à E, ça va nous permettre de conclure. Donc, montrons que la somme directe, donc G, somme directe avec SU de X, c'est égal à E, et pour cela, donc comme j'ai dit, j'efface parce que c'est pas ça que je voulais écrire, je voulais écrire surtout, je veux démontrer que la dimension de G, c'est égal à la dimension de E moins la dimension de SU de X, et ici c'est donc égal à N moins D. Je rappelle que D, c'est le degré de pi UX, qui est égal au degré de pi U, et qui est égal à la dimension de SU de X. J'insiste que ça va avoir son importance. Alors on va regarder un morphisme. Enfin, un morphisme un peu bébête, mais un morphisme quand même qui pourra être utile. On va regarder le morphisme suivant. Donc, on va partir de K crochet U et on va l'envoyer vers... alors que je réfléchisse. Ouais, je veux l'envoyer vers les formes linéaires qui apparaissent, donc je veux l'envoyer vers vect de ces choses-là. Donc les Y, non pas les Y, réfléchis, non, je veux l'envoyer vers les ED là. Donc ED
étoile. Donc je vais utiliser le fait qu'on est orthogonal. D'accord? Et le résultat de du petit exocode numéro 93. Donc, U car, c'est ça, avec K appartenant aux entiers naturels. Bon, K compris entre 0 et D-1, bien sûr. Voilà. Je vais regarder cette chose-là. Très bien. Ce morphisme qui va à V, un élément de K crochet U, associé ED étoile rond V. Donc, je sais pas, on peut l'appeler phi ce morphisme. Est-ce que phi c'est une bonne idée? Ouais, on va l'appeler phi. Donc, ce morphisme phi, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ben, on peut vérifier très rapidement que c'est un morphisme, hein, donc c'est bien une application linéaire. Phi est linéaire. Et de plus, c'est linéaire surjective. D'accord? Donc, linéaire, c'est pas très difficile parce que ED étoile est linéaire. Et donc, bah, quand on écrit V comme somme comme combinaison linéaire de deux éléments, hein, donc si j'avais V plus lambda W, c'est assez évident de vérifier qu'on a bien ED étoile rond V plus lambda ED étoile W. C'est pas très difficile par linéarité de ED étoile. Ok. Le fait que ce soit surjectif, ça aussi c'est quelque chose d'assez évident parce que pour s'écrire comme ça veut dire qu'on s'écrit comme combinaison linéaire d'éléments comme ça. Et puis par linéarité de ED étoile, ça revient à dire qu'on a ED étoile rond quelque chose qui est dans K crochet U. Donc c'est pas très difficile de s'assurer que n'importe quel élément qui est là-dedans admet un antécédent là-dedans. Donc on a bien la surjectivité. Mais il y a un autre truc super important, c'est le polynôme minimal. Il n'est pas là pour rien. Le polynôme minimal va nous permettre de dire que la dimension de K crochet U, on la connaît. C'est D. Donc, or, la dimension de K crochet U est égale au degré du polynôme minimal, qui est égal à D. Alors comment on justifie pourquoi la dimension de K crochet U c'est bien égal au degré du polynôme minimal? Eh bien ça vient tout simplement du fait que si c'était pas ça, donc si la dimension c'était pas D, vous pouvez déjà assurer que la dimension elle est inférieure ou égale à D. Ça c'est sûr. Donc, étant donné que pi est un polynôme annulateur. D'accord? Donc je me permets de refaire un rappel de pourquoi ça c'est vrai. Donc pi étant annulateur, vous avez que la famille identité U jusqu'à U puissance D, c'est une famille qui est une famille liée. Puisque vous avez un polynôme, donc ça veut dire que vous avez juste des coefficients à mettre, hein, donc A0 identité, A1 U, etc. jusqu'à AD UD. Okay, vous avez un polynôme de degré D qui annule U. Donc tout ça, ça fait 0. Ça fait l'endomorphisme nul. Donc en effet, ça veut dire que cette famille-là est liée. Donc ça veut dire que la dimension elle est donc inférieure ou égale à D. Ça c'est la première chose à constater. Et puis pourquoi elle est égale à D? Parce que si c'était inférieur strict, ça voudrait dire que vous avez une famille plus petite, hein, U jusqu'à UP, avec P inférieur à D-1, inférieur ou égal éventuellement. Vous avez une famille comme ça qui doit être liée. Et le fait que ce soit lié, ça voudrait dire qu'il existe un polynôme. Donc il existerait un polynôme Q, tel que Q de U est égal à 0. Et le degré de Q serait inférieur strict au degré de pi U. Bon ça c'est une contradiction par rapport au fait que pi U est censé être un polynôme minimal, c'est-à-dire que c'est le polynôme de plus petit degré, non nul, qui est annulateur de U. Donc, contradiction avec pi U. Donc terminé, on vient de démontrer que la dimension de K crochet U, ça ne peut pas être autre chose que D. Voilà. J'espère vous avoir convaincu avec cette petite preuve
si vous n'aviez jamais vu ce résultat avant. Bien. Alors, on sait que le morphisme est surjectif. Donc, étant donné qu'on a une application linéaire surjective d'un espace vectoriel de dimension finie sur un autre espace vectoriel de dimension finie et que l'espace de départ est de dimension D, bon, bah, ça veut dire que l'espace d'arrivée est de dimension inférieure ou égale à D. Donc, dimension de vect, je l'aurais écrit, vect des ED étoiles rond UK, K compris entre 0 et D-1, mais ça c'est inférieur ou égal à D, par le fait qu'on a une surjection. Ok? Bien, et puis là, bah, j'utilise le résultat du petit exode-colle numéro 93, qui permet de dire qu'on a un lien entre la dimension de cet espace et son orthogonale. L'orthogonale étant G. Hein, je rappelle que G peut se réécrire comme finalement vect de la même chose, orthogonale. Donc on a un lien entre l'orthogonale et l'espace que nous avons, donc ça permet de dire que la dimension de G, c'est égal à la dimension de E, ou de E étoile, peu importe, moins la dimension de l'espace qu'on est en train de regarder là. Alors je ne sais plus si c'est E ou E étoile, mais peu importe, ça ne change rien. Moins la dimension de ce vecteur. Ok? Et on vient de dire que la dimension de ce vecteur est inférieure ou égale à D, ce qui veut dire que la dimension de G est supérieure ou égale à N-D. Super! Mais on sait que G et SU de X, ce sont déjà des espaces qui sont d'intersection réduits à 0. Et donc ça veut dire que la somme directe, et en plus on sait que la somme directe, elle est incluse dans l'espace E. Donc, or, G somme directe avec SU de X est inclus dans E. Ce qui veut dire que la dimension de cette somme, qui est donc finalement la dimension de G plus la dimension de SU de X, ben ça doit être inférieur ou égal à N. Mais la dimension de SU de X c'est exactement D, ce qui veut dire qu'on a la dimension de G qui doit être inférieure ou égale à N-D. Bon, ben on a un espace qui doit être supérieur ou égal, de dimension supérieure ou égale à N-D, de dimension inférieure ou égale à N-D. On conclut que cet espace est de dimension N-D. Donc, dimension de G égale N-D. Et ceci permet donc de conclure que, en effet, G est un supplémentaire stable par U de SU de X. Je mets la conclusion. Hop. Et on va pouvoir conclure. Donc, G est un supplémentaire stable par U de SU de X. Et voilà, ceci donc conclut la preuve. Voilà ce qui conclut donc la résolution de cet exercice, qui est un exercice assez sympathique, hein, et j'espère vous avoir convaincu que ce n'est pas un exercice si difficile que ça, pour peu qu'on ait attaqué un petit peu l'exercice 93 avant. Je pense que c'est le minimum syndical, et qu'on soit assez à l'aise avec les questions d'espace duo, parce que bon, bah, comme vous l'aurez compris, on a quand même dû manipuler un petit peu les bases duo et dual, et les espaces duo, notamment pour la construction de l'espace G. La partie la plus difficile était vraiment de construire l'espace G. Et puis une fois qu'on l'a construit, bah, j'espère vous avoir convaincu aussi que la preuve pour montrer que G est bien supplémentaire stable par U de SU de X, et bien c'est pas quelque chose de si difficile que ça. Vous avez vu qu'il y avait un petit peu de calcul, mais c'était des calculs qui normalement coulaient à cette source. Donc j'espère vous avoir convaincu que cet exercice était assez abordable en deuxième année de classe préparatoire. Et donc bah, la semaine prochaine, on va attaquer le résultat de décomposition de Frobenius, qui va utiliser ce résultat, et sans trop vous spoiler, mais quand même, je vais dire un petit truc, ce résultat-là va nous permettre d'enclencher une preuve par récurrence de la décomposition de Frobenius. Voilà, j'en dis pas plus, on en parlera davantage la semaine prochaine. Comme d'habitude donc,
N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades intéressés par cette vidéo, par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à me soutenir ici, cela m'aide énormément. Ici, vous avez de quoi vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette pour avoir les dernières news de la chaîne. Et de nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!